Et pour parler de ces nombreux sujets, de cette actualité chargée, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Gjebin, responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI. Bonjour. Spécialiste des questions internationales. Bienvenue Thomas. Erwan Tison, économiste. Bonjour. Chargé d'enseignement à l'université de Strasbourg. Et Jean-Marc Daniel, qu'on ne présente plus sur cette antenne, professeur à l'ESCP. Je vais vous présenter quand même. Oui, absolument. Présentez aussi votre dernier livre, Nouvelles leçons d'histoire économique, toujours disponible aux éditions Odile Jacob. Et surtout pour la grande fanbase de Jean-Marc Daniel, qui n'a pas pu encore aller le voir au Théâtre de Poche. Excellente nouvelle en cette rentrée. Les dates continuent. C'est à partir du 13 septembre et la billetterie est ouverte. Courez, allez le voir. Absolument, voilà. Oui, il faut assister là-dessus. Évidemment. Avant que nous dirigions droit dans le mur, finalement, beaucoup d'inquiétudes après la conférence de presse de François Bayrou, le Premier ministre, hier, qui une nouvelle fois, sa troisième conférence de presse d'affilée depuis le printemps, tire la sonnette d'alarme sur l'état de nos finances publiques. D'abord, je ne sais pas, peut-être un mot pour savoir comment vous l'avez trouvé, ce constat. Est-ce qu'il dramatise ou est-ce qu'il est lucide? Erwan Tison, je commence avec vous. Le constat est partagé. Le constat est partagé. Sur la forme, c'était plutôt effectivement bienvenu. Il y avait une forme de panache, comme l'ont dit la plupart des commentateurs, même si je vous laisse la sagacité de ce commentaire-là. Et puis après, sur le fond, quelque part, oui, on est au bord du gouffre, mais ça fait 30 ans que j'entends ça. Depuis que je suis tout petit, j'entends qu'on est dans un pays endetté, que la France est en faillite, que c'est minuit moins 2 avant le chaos. Ah oui. Alors jusqu'au moment où ça se produit réellement. Effectivement, quand on regarde aujourd'hui les fondamentaux, enfin en tout cas une partie des fondamentaux, on peut se poser la question de se dire, est-ce qu'on n'est pas effectivement dans une situation plus grave que celles qui ont précédé, notamment celles qui avaient justifié le fait de dire qu'on était à la tête d'un État en faillite, etc. Après la crise de 2008. Exactement. Donc là, effectivement, quand on regarde la plupart des signaux, on est en plus, parce que la vraie question, c'est celle de la dette, c'est celle, est-ce qu'on va pouvoir continuer à nous prêter pour financer notre train de vie extrêmement dispendieux? La question, c'est oui, on continuera à nous prêter, mais à quelles conditions? Parce qu'on a quand même 3 signaux mondiaux qui changent un petit peu la donne. Le premier, c'est le fait que notre voisin réémet des dettes. On a aujourd'hui l'Allemagne qui émet des bonds. Donc du coup, il se trouve que quand on cherchait à acheter de la dette française, on achetait en fait du proxy allemand. Et là, on a quelque part de la dette chimiquement pure. Donc on va aller directement vers l'Allemagne. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà dit. Deuxièmement, on a quand même une instabilité politique telle qu'on l'a pas connue depuis quand même quelques années. Qui est capable de dire aujourd'hui qui sera le Premier ministre, voire le Président de la République au 1er janvier prochain? C'est difficile quand même à imaginer. 1er janvier prochain, ça sera toujours Emmanuel Macron. Oui, alors on va dire dans 6 mois. Grosse interrogation, en tout cas dans 6 mois. 2 semaines maintenant, on se retrouvera peut-être sans Premier ministre. Et troisièmement, on assiste aussi à une démondialisation qui fait qu'en fait, malheureusement, vous avez aujourd'hui une appétence pour l'étranger qui est de plus en plus faible. Et donc du coup, qui fait qu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile à la fois de pouvoir peser dans ce nouveau contexte géopolitique mondial. Et quelque part, ça a une incidence aussi sur les dettes. On a peut-être aussi, mais ça on y reviendra après, des bonnes nouvelles. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, peut-être que c'est une bonne nouvelle pour l'euro et donc du coup potentiellement pour la France. La dédollarisation. Mais effectivement, sur le côté bord du gouffre, on est dans une situation qui n'est pas vraiment viable, ça c'est sûr. Thomas Gjebin, lucide, François Bayrou, ou est-ce qu'il a beaucoup dramatisé la situation? Je pense qu'il était lucide sur son constat économique. Après, sur sa préconisation politique, je ne sais pas, on verra dans 2 semaines qu'est-ce qu'il en est. Je pense je partage ce qui vient d'être dit, mais je dirais qu'il y a 2 niveaux. Il y a ce qui va se passer à court terme, où en effet il y a une inquiétude, on voit sur les marchés, on voit l'instabilité, tendu, l'instabilité politique, et en effet quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis la 4e République. Mais je dirais que ça, en même temps, on peut le nuancer, parce qu'on a l'impression aussi qu'on est rentré dans une espèce de rythme de croisière de cette instabilité politique. On imagine que là, il y aura beaucoup d'agitation, beaucoup de discussions pendant 1 mois ou 2 mois. Finalement, il y aura un nouveau gouvernement qui va être nommé avec plus ou moins les mêmes ministres, plus ou moins les mêmes conseillers. Et donc, il y aura un budget qui, bon an, mal an, sera peut-être à peu près qui a été prévu par François Bayrou, avec des adaptations et probablement des concessions, que ce soit vis-à-vis du PS ou vis-à-vis du Rassemblement national. Donc on revit vraiment ce qui s'est passé l'année dernière avec Michel Barnier, nommé au mois de septembre, mais qui du coup ne peut pas mettre la main sur son propre budget. Et donc on pourrait avoir à nouveau un budget à service voté, donc on pourrait retrouver un peu ce qu'on a vécu l'année dernière. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous nous dites là ce matin? Est-ce que vous nous dites finalement, c'est pas grave, on a eu un budget en 2025 et c'est passé et les affaires courantes continuent, ou alors est-ce que quand même, attention, éviter ce genre de
Je pense pas qu'on est au bord du cataclysme, parce que comme a été dit, ça fait très longtemps qu'on nous l'annonce. Donc je pense pas qu'on est demain, le FMI va pas venir sur la France. Ça peut toujours arriver, mais on a malgré tout, il y a la BCE qui. Éric Lombard l'a encore dit ce matin. Oui. Non, mais c'est un risque qui existe, mais je pense qu'aujourd'hui il est relativement faible. Surtout que de nouveau, on a la Banque centrale européenne qui, même si elle dit qu'elle ne le fera pas, peut toujours acheter des bons du Trésor pour essayer de contrôler les spreads, parce que la grosse crainte quand même des Européens, c'est que si les taux d'intérêt des obligations françaises augmentent, qu'après il y a une contagion notamment sur l'Italie et que ça devienne incontrôlable au niveau européen. Donc ça, c'est quand même. Et donc je pense que la BCE, même si officiellement elle ne le dira pas, elle veillera quand même à contrôler ce qui se passe sur les taux d'intérêt. Ça c'est le premier point. Maintenant, moi où je suis beaucoup plus inquiet, c'est qu'en effet, ce qu'on voit, c'est que notre dette ne fait qu'augmenter depuis 30 ans, qu'on a des déficits qui sont structurellement de plus en plus importants. On a l'impression que chaque fois, on passe un palier, et que contrairement à nos voisins, on n'arrive jamais à revenir en arrière. Et la conséquence de ça, c'est l'atrophie progressive de notre tissu productif, parce qu'en fait, on a des taux d'imposition qui sont trop élevés, relativement, notamment sur les impôts sur les entreprises. Il y a eu certes des efforts qui ont été faits ces dernières années, mais ils restent plus élevés que chez nos voisins, en tout cas à la moyenne. Et on a des déficits commerciaux qui s'accumulent et qui accompagnent la désindustrialisation. Et donc moi, c'est plutôt ça qui, je trouve, le plus inquiétant. C'est que alors même que le monde est en plein bouleversement, on voit les investissements massifs qui sont annoncés aux États-Unis, les investissements massifs qui sont annoncés en Asie, notamment en Chine, et on a l'impression que l'Europe et la France sont complètement sclérosées et ne peuvent plus bouger. Et c'est vrai que ces déficits et cette dette, ça rend les marges de manœuvre encore plus faibles. Et donc, pour moi, c'est vraiment le risque, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, que l'Europe sorte de l'histoire. Oui, donc si je vous comprends bien ce matin, le risque, c'est que le boulet de la dette, cette charge, nous empêche d'agir à la vitesse des autres. Ça nous empêche d'agir, et c'est des coûts qui sont plus élevés pour les entreprises. Et donc, c'est plus difficile aussi pour investir. Jean-Marc, c'est vrai qu'on entend parler de ce danger de la dette depuis 20-30 ans. Le rapport Pébro, c'était 2005 de mémoire, donc on fête les 20 ans. Et finalement, bon an, mal an, François Fillon lui-même avait parlé d'un état faillite en 2007 et on tient la route. Il avait parlé d'un état faillite en 2007, on était avant la crise financière et les taux d'intérêt étaient à 4,5%. Bon. Et donc, on est qu'à 3,5 aujourd'hui, donc tout va bien. Avec un taux d'inflation qui était à peu près de la même nature qu'aujourd'hui, donc le taux d'intérêt réel était plus important à l'époque qu'il n'est aujourd'hui. Le stock de dette n'était pas le même. Non, le stock de dette n'était pas le même, mais ça veut dire qu'effectivement, on vivait avec des taux d'intérêt qui étaient déjà plus élevés. Et alors, par rapport à ce qui a été dit, je ferai 3 remarques. La première remarque, l'histoire du FMI, c'est une histoire qui consiste à effrayer le chaland, mais ça ne correspond pas à la réalité. Le FMI intervient statutairement dans les pays qui sont en déficit de balance des paiements courants. Le FMI, il apporte des dollars. D'ailleurs, je rappelle qu'au moment où on a créé la Troïka, qui a disparu depuis, heureusement, au moment de la crise financière des dettes publiques des années 2010, Jean-Claude Trichet, qui était à la tête de la BCE, avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'aller chercher le FMI. Ce dont a besoin la Grèce, c'est des euros, et le FMI, il apporte au pays des dollars. Et donc, normalement, le rôle du FMI, c'est effectivement d'aller dans les endroits où on manque de dollars, alors que la Grèce manquait d'euros. On parlait à l'époque de la création d'un fonds monétaire européen, exactement, de gérer des problèmes européens. Effectivement, d'ailleurs, on a créé un mécanisme européen de stabilité et la Banque centrale est là, effectivement. Et je rappelle que historiquement, effectivement, les banques centrales ont été créées pour permettre aux États de traverser des périodes difficiles. La première, 1694, quand on crée la Banque d'Angleterre, c'est pour financer la guerre de 9 ans contre la France. Donc avec l'idée qu'on va la gagner, donc c'est les Français qui vont payer. Donc là, c'est de nouveau les Français qui vont payer, mais dans des circonstances autres. Donc l'idée du FMI, c'est le loup-garou. Bon, on fait peur. On fait peur. Voilà, il arrive le FMI, le méchant FMI. Sous tutelle. Bon, mais je sens qu'il y a un mais. Il y a un mais. Ensuite, le deuxième élément, c'est sur effectivement la réalité de ce que représente la dette. La dette, c'est concrètement à l'heure actuelle un montant important, mais c'est surtout les intérêts qui sont versés. Alors, quand on s'aperçoit des intérêts qui sont versés, effectivement, quand on analyse bien, on s'aperçoit que il y a un affichage, mais là aussi, l'agence France Trésor se débrouille. Elle émet
des coupons à taux zéro, enfin des obligations sur lesquelles on verse pas les intérêts tout de suite, on les verse à la fin du. L'indexation sur l'inflation est une indexation qui est comptable, mais il n'y a pas de décaissement lié à l'indexation sur l'inflation. Enfin, ça coûte quand même 60 milliards d'euros cette année. Ce n'est pas une paille. François Bayrou a dit hier que la charge de la dette devient le premier poste budgétaire de l'État. J'entends bien, mais ça représente davantage que l'école ou les armées. Ça représente 2% du PIB. Je rappelle qu'on a vécu avec 5-6% du PIB. Quand l'Italie est rentrée dans le SME, l'objectif c'était effectivement d'alléger la charge de la dette avec une certaine forme de discipline. La charge de la dette représentait 11% du PIB italien. Et l'Italie avait honoré ses engagements. Donc je ne pense pas qu'on soit menacé d'un défaut. Dernier élément donc par rapport au défaut, je pense qu'effectivement, on l'a dit, la BCE a été créée pour ça, la Banque centrale. Et donc, elle n'est pas vocation à être systématiquement le réceptacle de toute la dette publique, mais elle est là normalement pour faire en sorte que les États passe la période. Oui, mais il y a un règlement de copropriétaire quand même. Alors, c'est le deuxième élément que je voulais... est un peu la seule à avoir encore. Le deuxième élément que je voudrais mettre en avant, c'est que effectivement, ce qui va nous menacer, c'est que la banque, elle est partagée et que on a signé des traités. On a signé un traité, le TSCG, qui est un traité qui a été postérieur à la crise de 2010-2012, dans lequel on se prend l'engagement d'équilibrer nos comptes sur le plan structurel. Et donc, on accepte des déficits conjoncturels. Bon. Or, la France s'assoit régulièrement sur ses engagements. Donc, c'est un peu la jurisprudence de Chirac. Vous savez, Chirac avait dit, lorsque pour la première fois la France a été condamnée dans les années 2000, il avait dit de toute façon à Bruxelles, ils vont pas nous envoyer des chars. En accord avec Gerhard Schröder à l'époque. Oui. Avec Sauf que lui, il avait précisé avec une certaine forme de. Schröder s'était montré plutôt au profil. Bah, lui, il avait dit, mais ils vont pas envoyer nous des chars. Ils n'en ont pas de chars. Donc, on risque rien. Donc, il y a une espèce de provocation de la France vis-à-vis du reste de ses partenaires européens qui fait qu'effectivement, l'engagement de la BCE... Bon. Et le dernier élément que je mettrai en avant, c'est que la France, bien qu'elle ne soit pas menacée du FMI, a un déficit extérieur. Et avoir un déficit extérieur, ça veut dire qu'on vit au-dessus de ses moyens. Et donc, la seule chose qui était un peu intelligente dans ce que proposait, à mon avis, François Bayrou, c'était de remettre les Français au travail. Mais il l'a fait dans des circonstances telles que tout le monde est braqué contre cette mesure. Les gens. Sondage Odoxa hier dans le Parisien, 84% des Français sont opposés à la suppression d'un jour férié. Souvenez-vous, pour le 1er mai, il y avait un certain nombre de boulangers, de fleuristes, qui étaient en avant qu'ils voulaient travailler. Et ils avaient le soutien de la population. La population disait, mais effectivement, on veut travailler. Pas l'inspection du travail. Voilà. Et donc, laissez-nous travailler. Et là, maintenant, on est 3 à 4 mois après, grâce à François Bayrou, on leur dit, vous allez pouvoir travailler le 1er mai. Ah, mais surtout pas. Alors là, il y a une chose. Vous êtes en train de nous dire que la France est ingouvernable, cher Jean-Marc Daniel. En tout cas, elle est mal gouvernée. Je ne sais pas si elle est ingouvernable, mais elle est mal gouvernée. Thomas Gbin, vous souhaitiez réagir. Oui, une remarque politique et puis après une remarque sur ce que disait Jean-Marc sur la BCE. Politiquement, je suis d'accord sur les 2 jours fériés. Ce qui est un peu bizarre, c'est que c'était un peu un chiffon rouge qu'on pensait qu'elle allait été utilisée dans une stratégie de négociation. Or là, apparemment, il y a eu un changement de cap qui a été annoncé hier et qu'il n'y a pas eu ce deal, ce marchandage qui aurait pu permettre d'aboutir finalement à un budget. C'était une remarque un peu anecdotique. La deuxième, c'est sur la BCE. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais il me semble que quand même, dans les règles de la BCE, en effet, la France ne respecte pas depuis des années ses engagements. Oui. Mais ces règles sont relativement floues. Et Mario Draghi avait beaucoup joué sur le flou de ces règles. Et donc, quand vous avez un flou dans les règles, ça veut dire qu'in fine, c'est un accord politique et un rapport de force. C'est une des raisons. Tout est politique, j'ai envie de dire, dans ces cas-là. Beaucoup, mais notamment là. Et donc c'est peut-être aussi ce qui explique que la potion avait été particulièrement lourde sur la Grèce, parce que la Grèce n'avait pas le poids politique d'autres grands pays européens. Là où je veux en venir, c'est que demain, on ne sait pas ce qui sera la réaction de l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne, le chancelier allemand, je ne sais pas si vous avez vu, a encore annoncé ce week-end dans un discours qu'il faudrait faire des efforts en Allemagne, qu'il fallait réformer le modèle social allemand qui n'était pas soutenable. Alors, si on voit que les réformes qui ont été faites en Allemagne, pour mémoire, les dépenses sociales en Allemagne dans les années 2000 ont été baissées de 3 points de PIB. Oui. Alors que la population vieillissait. Donc l'Allemagne, on voit, le chancelier allemand est en train de durcir le jeu. Et donc, si la France apparaît comme l'élève un peu laxiste au niveau européen, c'est pas sûr que l'Allemagne acceptera politiquement. Bon, maintenant le risque. C'est déjà l'image de la France. Voilà, maintenant le risque d'une contagion est quand même très important. Donc c'est possible que
finalement, il y a un accord politique, et c'est probablement sur ça aussi que... Est-ce que le risque, finalement, Erwan Tison, c'est pas d'abîmer la construction européenne avec des Allemands qui ne font pas confiance aux Français sur leur établissement, leur compte public, et on voit qu'effectivement, c'est quand même très, très compliqué. En fait, les traités qui gouvernent aujourd'hui la zone euro prévoient justement ce genre de texte-là, c'est-à-dire que si jamais la Banque centrale, je crois que c'est l'article 51 si je dis pas de bêtises, si la BCE doit venir justement au soutien budgétaire d'un État, elle ne peut le faire qu'en échange justement de la réduction politique et structurelle des causes qui ont amené à ce déficit-là. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la BCE a le pouvoir, on va dire, d'imposer, en tout cas d'inciter fortement les États auxquels qu'elle va recapitaliser, pour dire les choses simplement, à effectuer des réformes structurelles assez fortes. Et ça, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Ça va être effectivement les voies dominantes, notamment des pays du Nord. Et on a déjà ciblé où est-ce que ça va jouer. Ça va jouer sur les 4 points de retraite qu'on a de plus par rapport à la moyenne européenne. Ça va jouer par rapport aux dépenses de santé. Ça va jouer par rapport à certaines dépenses de structure. Donc, le deal, il va être simple. La question, elle est simple. De toute façon, la plupart des partis politiques le savent. Alors, mais encore faut-il pouvoir l'appliquer politiquement au sein de son propre pays. Quand on n'a pas de majorité, c'est très compliqué. Le problème, c'est quand ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire que malheureusement, le cynisme de la plupart des partis politiques veulent quelque part, appellent ou en tout cas espèrent, quand vous discutez en off avec eux, de se dire, quelque part, si le changement pouvait être exogène, ça nous arrangerait parce qu'aux prochaines élections, on n'en aurait pas apporté la responsabilité, mais on pourrait en tirer les dividendes. Et donc, quelque part, il y a cette volonté de transférer la responsabilité sur une entité supranationale, de se dire, on va effectuer les réformes qu'on a besoin de faire, on va arracher le sparadrap et personne n'en sera comptable. C'est la BCE qui va nous faire mener des réformes. Enfin, normalement, c'est le mécanisme, c'est ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité, le MES, dans lequel il y a effectivement la Commission, la BCE, qui est l'héritier de ce qu'a été la Troïka, où il y avait à l'époque le FMI. Je pense que c'est un jeu assez compliqué, c'est-à-dire que se soumettre aussi à une décision de l'extérieur. Je rappelle que Margaret Thatcher, en 1979, alors à l'époque, c'était le FMI, parce que le Royaume-Uni était en déficit de sa balance des paiements courants. Le seul slogan de la campagne de 1979 de Margaret Thatcher, c'était de voir 3 personnages arrivant à Heathrow avec écrit IMF, et en dessous, il y avait Never Again. C'est-à-dire plus jamais ça. Plus jamais le FMI. Plus jamais le FMI. Donc, et l'Europe vient de réformer son pacte de stabilité aussi, et ses règles de gestion budgétaire pour donner plus d'oxygène aux États, plus de responsabilités, après avoir vu la montée des populismes et des extrêmes dans toute l'Europe. Oui, moi, ce qui m'a frappé dans la séquence qu'on vient de vivre, et c'est ce que j'avais déjà eu l'occasion de dire sur ce plateau, c'est que au moment où Emmanuel Macron dissout, il a en face de lui une classe politique qui ne veut pas assumer les réformes. Clairement, elle l'a montré. Vous, ça fait 30 ans qu'on vous raconte ça. Moi, ça fait 50 ans qu'on vous raconte ça. C'est une question simplement. J'aimerais que votre situation, je préférerais de l'avoir entendu depuis 30 ans. Mais moi, ça fait 50 ans qu'on me raconte ça. Depuis la récession de 75, voilà, on vit au-dessus de nos moyens, Raymond Barre, 50 ans. Et dernier budget à l'équilibre, 74. Oui, et donc la classe politique, je pense qu'il y avait cette idée qui était un peu le modèle italien, c'est-à-dire quand la BCE envoie une lettre à Berlusconi en 2011 en lui disant il va falloir réformer, Berlusconi dit écoutez-moi, il va voir Napolitano, le président de la République, et puis il dit nommez un technicien. Et donc la classe politique est d'accord, on va chercher Mario Monti, et Mario Monti fait le travail, et puis de nouveau quand on a de nouvelles difficultés, on va chercher Mario Draghi. Je pensais que l'opération de 2024, la dissolution, était une façon pour le président de la République de dessaisir. Je comprends pas pourquoi il est allé chercher des vieux politiques qui lui ont un peu tordu la main. Qui lui ont un peu tordu la main. Enfin bon, je veux dire, il est allé chercher, j'arrête pas de dire, il est allé chercher Henri Queuille alors qu'on attendait Mario Monti. Et donc voilà. Donc prochain pronostic de Jean-Marc Daniel, prochain Premier ministre dans 15 jours. Prochain souhait, c'est qu'on aille chercher Mario Monti. Moi, mon candidat. Et donc le Mario Monti français, c'est François Villeroy-de-Galhau, mais je ne veux pas donner l'impression que je suis le porte-parole. Jean-Marc Daniel entre en campagne pour François Villeroy-de-Galhau à Matignon. Après, je ne veux pas non plus donner l'impression soit que je fais campagne à sa demande, soit que je cherche à lui forcer la main. Je pense que c'est ce type de profil qui serait le plus ad hoc. C'est ce qu'il faut pour redresser les comptes de la nation. On voit que les politiques, effectivement, ont beaucoup de mal. Donc un technicien, finalement, apolitique. Un technicien a besoin d'un accord politique. Tout est politique. Et c'était ça qui était la force de Bayrou, c'est qu'on pensait qu'il allait réussir à faire des deals
des accords avec les différents partis. Il faut un peu de roublardise, il faut connaître téléphoner aux uns et aux autres. Donc je ne pense pas qu'un pur technicien puisse, parce que de nouveau, il n'y a pas aujourd'hui de majorité. Donc il faut réussir à trouver des accords avec les différents partis. Et l'autre point, c'est que je pense que le constat n'est pas partagé. Je pense que ça fait des années, en effet, qu'on nous annonce qu'il y a un problème sur la dette en France. Les gens voient bien qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose, qu'on continue à se financer. Il y a eu la crise Covid, on a socialisé une partie des salaires en France. Après, il y a la crise énergétique où aussi il y a eu des ristournes qui ont été données, qui ont été beaucoup plus importantes que dans les autres pays. Donc en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi on ne peut pas faire à nouveau un petit effort et que tout ça, c'est un peu de la mauvaise volonté, c'est des questions purement politiques, mais qu'en fait, l'enjeu économique derrière, il n'est pas si important. Ouais. Et donc moi, c'est ça qui me semble le plus inquiétant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que la France et l'Europe décrochent, mais qu'en fait, personne, c'est un peu... En tout cas, la classe politique n'est pas vraiment consciente des enjeux. Et puis donc ensuite, il y a des grilleries qui sont amenées. Il suffit de taxer quelques riches et puis on va régler le problème. On voit bien que c'est pas du tout à la hauteur des enjeux parce que la dette en soi n'est pas un problème. C'est un problème quand vous financez des dépenses sociales. Avoir pas de ces dettes, mais de ne plus pouvoir en faire. Voilà. Ah oui. Et donc vous investissez pas pour demain. Vous endettez justement pour les dépenses courantes. Pour les dépenses courantes et les dépenses de santé et de retraite. Et donc c'est là où ça devient un problème. Juste un chiffre pour éclairer ça. Entre les début des années 80 et aujourd'hui, nos dépenses sociales, elles ont augmenté de 16 points. Ouais. En Allemagne, par exemple, c'est de 4 points. Alors que sur la même période en Suède, elles ont baissé. Elles ont baissé. Ouais. Donc, et tous ces pays ont connu un vieillissement de la population. Similaire au nôtre. À peu près similaire au nôtre. Donc en fait, il y a des choix différents qui ont été faits. Et donc il y a un moment, ça se traduit par la dette, mais il y a un moment aussi, ça ne devient pas soutenable. Et de nouveau, parce que la répercussion de tout ça, c'est que c'est de plus en plus difficile pour nos entreprises. Et donc c'est de plus en plus difficile de créer de la richesse sur le sol français. Et donc, in fine, si vous voulez rembourser cette dette, vous avez besoin de créer de la richesse. Et oui.